j'accueille tranquillement les participants pour ce midi inspirant. Midi inspirant qui portera, bien sûr, sur un sujet qu'on adore. Alors, on parle de comment accompagner les familles vers une utilisation plus saine du numérique sans culpabilité ni confrontation. Hein, c'est la clé. Et on parle de ça, bien sûr, avec Ludication, donc Kaliane et Sarah. Alors, je continue d'accueillir les gens. Je sais que c'est l'heure du lunch. Alors, n'hésitez pas, si vous ne voulez pas ouvrir votre caméra, on ne le prend pas personnel. C'est normal, vous êtes en train de luncher. Hein? Donc, on est très content, la Tech, de mettre en place les midis inspirants. Midis inspirants qui servent toujours à ouvrir nos horizons sur des sujets qu'on essaye de varier le plus possible et qui sont au cœur de l'actualité la plupart du temps. Puis, on veut ressortir de là avec des pistes de solutions, des outils, puis mettre de l'avant aussi l'expertise de nos membres de l'ASSO EdTech, comme c'est le cas pour l'éducation ce midi. Alors, il y a des gens qui vont arriver, qui vont partir, c'est pas grave. Cet enregistrement-là sera diffusé par la suite sur nos réseaux sociaux respectifs. Donc, restez à l'affût. Et nous, on va mettre le lien, bien sûr, si vous êtes inscrit à notre gazette ou que vous êtes membre EdTech, eh bien, vous recevrez le lien vers le midi inspirant au complet que vous allez pouvoir visionner si jamais vous n'avez pas eu le temps de rester pour toute la présentation. Donc, format assez simple. On va laisser la parole, bien sûr, rapidement à Sarah et Kaliane qui vont pouvoir nous parler de tout ça avec leur présentation. Il va y avoir une petite période de questions à la fin, mais si jamais vous voulez interagir dans le clavardage, gênez-vous pas. Moi, je suis là pour faire un peu la médiatrice là, des conversations qui se passent dans le clavardage, puis aussi de mentionner s'il y a des interventions qui veulent se faire. Il y en a qui sont très à l'aise avec Zoom, alors n'hésitez pas à lever la main si jamais vous avez des interventions. Et puis, c'est ça. Donc, je rappelle que l'objectif ou les éléments du moins qui seront abordés aujourd'hui, on parle d'une vision renouvelée de l'éducation au numérique, des outils concrets à partager avec les parents et les élèves et des stratégies pour instaurer des habitudes numériques équilibrées. Alors, voilà. Les filles, ben, Kaliane, Sarah, sont des enseignantes d'expérience. On parle de plus de 10 ans pour chacune dans les milieux éducatifs comme enseignante. Et ce sont aussi les fondatrices de l'éducation. Donc, les filles, je vous laisse la parole. Merci d'être avec nous ce midi. Merci Laurence. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Kaliane, cofondatrice de l'éducation, avec ma partenaire ici, Sarah, et on est bien contente d'être ici ce midi pour le Midi Inspirant, puis vous parler d'un sujet qui nous touche personnellement, professionnellement, et probablement qui vous touche tout le monde de près ou de loin, qui est le numérique, mais plus axé sur les familles. Donc, nous, on a bon, un passé comme enseignante, on a fondé l'éducation. Et on s'attarde vraiment au travail avec les familles pour justement leur proposer des solutions pour rééquilibrer le numérique et faire appel à de nouvelles ressources éducatives. Donc, ce sera notre sujet aujourd'hui. Alors, qui sommes-nous? On va commencer par se présenter. Donc, moi, c'est Kaliane, enseignante au primaire depuis plus de 10 ans. J'ai également étudié en psychologie puis en éducation primaire. J'ai été expatriée au Chili pendant environ une dizaine d'années. Une entreprise où est-ce que j'ai travaillé également sur différents projets en éducation, autant au niveau de l'innovation en éducation que l'enseignement par la nature, ce qui m'a poussé aussi à fonder un projet du nom de Divertiprof qui favorise les expéditions en nature chez les enfants. Je suis également technopédagogue et je travaille comme consultante avec différentes entreprises dans le domaine et grande passionnée de montagne et d'alpinisme. Donc, je vais laisser Sarah, mon associée, se présenter. Oui, bonjour à tous, ça me fait plaisir que vous soyez là. Alors, moi, mon expertise, bon, je suis enseignante aussi au primaire depuis 10 ans, aussi professeure de yoga, donc je travaille beaucoup avec la thérapie par le son également, donc tout le volet art qui est justement très bien accueilli est l'un de nos piliers chez l'éducation. On pourra vous en parler un petit peu plus tard. Donc, tout ce qui touche la gestion des émotions, l'anxiété de performance chez les jeunes, donc soutenir les parents là-dedans, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, un sujet d'actualité, oui, les écrans. Donc, c'est quelque chose qui est souvent difficile, autant chez les adultes que les enfants, de vraiment trouver un équilibre entre les deux. Donc, utiliser les écrans, oui, mais de manière saine.
Donc, comment consommer vraiment de manière saine ou au contraire, comment partager ou consommer. Donc, trouver cet équilibre-là et aussi la transmettre aux enfants. Donc, en fait, nous, on est justement une plateforme en ligne. Donc, on travaille en ligne avec les jeunes et c'est de vraiment trouver cette balance-là. Comment permettre aux enfants justement de créer des situations ou créer des événements qu'on va pouvoir vous partager un petit peu plus tard, qui vont faire appel à la technologie, mais qui vont être utilisés justement de manière saine pour les jeunes. Donc, les aspects positifs, beaucoup des technologies, bon, premièrement, on a accès à du contenu éducatif. Donc, on peut s'éduquer sur plein de choses, tout ce qui est art, tout ce qui est musique, tout ce qui est entrepreneur. Même nous, on utilise énormément les technologies pour justement s'éduquer nous-mêmes, donc de permettre ça aux enfants aussi. Donc, il y a tout le contenu ludique qui est de plus en plus prôné en éducation. Donc, ça peut aussi créer un sentiment d'appartenance si on pense aux enfants justement qui jouent à des jeux vidéo, mais ils peuvent aussi échanger avec d'autres personnes, d'autres amis, même des fois c'est des amis d'autres pays, ils peuvent parler une autre langue. Donc, tout ce volet-là est très positif. Ça nous donne accès à de l'information aussi et ça peut nous permettre justement de socialiser, d'être dans des groupes qui nous ressemblent le plus. Et bon, c'est sûr que ça a aussi ses lots de défis. Donc, ça peut créer bien sûr là, une fatigue visuelle, un sommeil perturbé, une diminution justement peut-être de la créativité. Ça peut augmenter aussi certains symptômes au niveau de la dépression. Donc, si on a un équilibre qui n'est pas sain. Donc, si je peux juste ajouter ici, merci Sarah de cette présentation des aspects positifs, négatifs de notre sujet d'actualité aujourd'hui, qui est l'utilisation des écrans. C'est quelque chose qui est présent dans nos vies depuis déjà très longtemps. Puis, bon, on fait tous chacun de notre mieux, soit en tant que parents, soit en tant qu'enseignants, intervenants, entrepreneurs ou autres, pour d'abord nous-mêmes diminuer l'impact des effets négatifs pour en ressortir plus gagnant avec les aspects positifs, parce que c'est sûr que s'il n'y avait pas d'aspects positifs, on les utiliserait pas, puis on ne créerait pas des plateformes éducatives non plus. Mais donc, le problème vient souvent justement au niveau de la sensibilisation, au niveau de l'utilisation, puis au niveau de l'équilibre. Puis, au final, on dirait qu'on ne sait jamais si c'est assez ou on ne sait jamais s'il n'y a pas d'autres choses qu'on pourrait mettre en place pour vraiment plus le favoriser. Puis, on s'est vraiment rendu compte aussi que dans les milieux familiaux, parce que nous, on intervient directement avec les familles, avec le grand public, c'était vraiment un enjeu. Donc, autant que les parents veulent faire place à des contenus éducatifs et ludiques de qualité pour leurs enfants, ils ont du mal avec la régulation, soit en termes de temps d'écran ou même en termes de contenu ou de qualité des contenus, puis ils s'y perdent un peu. C'est comme, par exemple, si on fait la comparaison, si on cherche une information sur Internet, on arrive sur Google et on a 1 million d'informations, comment discerner ce qui est une bonne source d'une moins bonne source? On se rend compte au final que les gens ont de la difficulté à mettre en place aussi des habitudes saines numériques. Et comme dans n'importe quel autre aspect de notre vie, si on pourrait penser par exemple au sport, qui est d'ailleurs un aspect très important dans nos propres vies personnelles à Sarah et moi, on essaie d'instaurer des routines de sport qui sont durables dans le temps et qui sont saines. Mais en fait, il s'agit de la même chose avec les technologies, donc de trouver des routines qui vont être stables et durables et qui vont être saines dans le temps pour favoriser la bonne utilisation, donc diminuer les aspects négatifs. On n'arrivera jamais à les éliminer complètement, puis c'est normal, c'est comme dans n'importe quel autre aspect, mais de pouvoir vraiment favoriser l'augmentation des aspects positifs et en ressortir gagnant avec ces technologies et que ça ne vienne pas pallier à des difficultés, mais bien nous apporter un surplus. Merci, Cali. Alors, en fait, ça, c'est vraiment là où on tire nos sources aussi. Donc, on a différentes sources, là, bon, Société canadienne de pédiatrie, gouvernement du Québec. Donc, ça vaut le coup aussi d'aller faire quelques lectures là-dessus sur ce qui est dit, sur les recommandations aussi. Alors là, on va entrer dans un sujet un petit peu plus en tant que rôle du parent dans la gestion justement des écrans. Donc, les enfants, oui, ont besoin d'encadrement, bien sûr. Donc, ça va être important que les enfants aient un rôle, un cadre qui est vraiment structuré. Donc, à la maison, justement, on va pouvoir vous présenter là, quelques outils
que vous pouvez implémenter autant dans vos familles si vous avez des enfants, mais autant que si vous êtes prof aussi. Donc, on peut partager cet outil-là aux familles. Puis, en fait, c'est vraiment essentiel d'adapter aussi les règles aux besoins et à l'âge de l'enfant et aux valeurs de la famille. Donc, il y a certaines familles avec lesquelles on travaille qui nous disent, écoute, moi j'ai un enfant de 7 ans et j'en ai un peu plus vieux. Est-ce que je leur donne le même temps d'écran aux deux? Comment est-ce que je fais pour avoir un meilleur fonctionnement? Donc, à ce moment-là, nous, on est là justement pour les accompagner. Un petit peu plus tard, là, on va voir les recommandations justement selon l'âge des enfants. Donc, aussi l'application de règles constantes. Donc, d'avoir vraiment une certaine constante, de dire, OK, mais regarde, le lundi, mercredi, vendredi, on a un 20-30 minutes de temps d'écran. Puis le reste des jours, on n'en a pas ou on va aller favoriser le temps d'écran d'une manière qui est différente. Donc, de vraiment d'avoir la constance, parce qu'il faut se rappeler qu'on est des modèles. On est des modèles. Donc, les enfants vont nous voir et si on respecte pas qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire, ben à ce moment-là, il y a comme le sentiment de confiance qui peut, au niveau de l'enfant, ben, qui peut être un petit peu, comment je pourrais dire? Ben, l'enfant peut-être va nous voir comme une figure qui ne respecte pas justement qu'est-ce qui est dit. Donc, il faut faire attention avec ça, donc au niveau de la constance. Et ben, des demandes de bienveillance de l'enfant, avoir de la souplesse aussi. Donc, un bel équilibre entre la constance et la souplesse. Donc, je passe à la prochaine ici. Donc, par rapport à l'équilibre numérique, donc c'est important d'avoir une bonne gestion du temps et du contenu. Donc, pour les enfants de moins de 2 ans, c'est pas recommandé les outils technologiques, donc idéalement aucun. Pour des enfants de 2 à 5 ans, moins de 1 heure par jour. 6 à 12 ans, 2 heures par jour maximum. Et par rapport au contenu, c'est favoriser dans le fond ben, favoriser le contenu éducatif qui est adapté aussi à l'âge de l'enfant. Donc, éviter là vraiment les réseaux sociaux où il y a moins où l'enfant est en fait, il y a beaucoup de contenus qui sont pas nécessairement peut-être adaptés à son âge. Donc, sur YouTube, on peut tomber sur n'importe quelle vidéo. Il y a moins de constance, il y a moins d'encadrement. Donc, vraiment valoriser. On va vous partager les outils, mais il y a plein de documents, de ressources qu'on peut utiliser qui sont mieux encadrés justement que les réseaux sociaux. Puis après ça, il y a des applications là, qui peuvent être utilisées justement sur la tablette pour éviter que les enfants aillent directement sur YouTube. Donc, il y a des applications qui permettent ça aussi, d'avoir un certain contrôle pour vos enfants. Et de se rappeler aussi qu'on est des modèles. Donc, de prendre conscience aussi de nos propres habitudes numériques, de s'impliquer dans le développement des compétences numériques de l'enfant et de ne pas utiliser nécessairement les écrans comme occupationnels. Puis, puis voilà, donc d'avoir une certaine conscience de comment nous, on utilise aussi nos réseaux sociaux, les outils technologiques dans notre quotidien. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit quelque chose, Kali. Oui, donc cette phrase pour moi me parle beaucoup quand on dit s'impliquer dans le développement des compétences numériques de l'enfant et ne pas utiliser les écrans comme de l'occupationnel. En fait, ce qu'on propose, c'est vraiment de changer le rôle du parent face aux écrans. Que le parent, parce que dans ce cas-ci, nous, bon, on parle beaucoup de la famille, de la cellule familiale, que le parent ne soit pas la police ou la personne qui vient seulement mettre des règles et encadrer et dire, bon, là, tu as le droit à une demi-heure d'écran, tu regardes la télé, ou bon, tu fais ce que tu veux. Donc, vraiment, notre proposition, c'est que le rôle, il y a vraiment un changement au niveau du rôle et qu'il devienne un éducateur et qu'il s'implique dans le développement des compétences numériques. Donc, ça, c'est une partie que l'école fait, bien évidemment. Donc, à l'école, bon, on travaille là-dessus, sauf qu'il y a tellement d'autres choses qu'on voit à l'école que c'est un travail qui doit se faire également en collaboration avec la famille. Donc, pour vraiment faire un triangle entre la famille, l'école et l'enfant,
le parent, c'est vraiment important qu'il s'implique dans le développement de ses compétences et donc, on va enseigner comment choisir des bons temps d'écran, quoi faire dans ces temps d'écran et on va impliquer également le parent dedans et que l'écran ne soit plus seulement, bon, une récompense, une permission ou au contraire, une punition de ne pas l'utiliser et que ce soit vraiment vu comme étant une activité favorable de la même façon que on est donc content un samedi matin parce qu'on s'en va au zoo, ben on va être content d'utiliser les écrans pour mettre en place une activité favorable aux apprentissages. Mhm. Puis j'ajouterais, souvent on parle de résolution de problèmes en mathématiques, puis les enfants, ils doivent créer, organiser une fête, de vraiment la concrétiser. Les écrans vont, les outils technologiques vont permettre de concrétiser cette activité. On veut partir au musée des sciences. À ce moment-là, on va aller trouver les informations, on va faire notre itinéraire. Donc, on va pouvoir vous présenter ça, mais vraiment d'impliquer toute la famille pour la création justement d'une activité amusante qui sera vécue. Alors, un premier outil qu'on vous propose aujourd'hui, donc on a deux outils à vous présenter. Ce sont des outils concrets qu'on travaille avec les familles, puis on va pouvoir vous les faire parvenir à la fin du webinaire. Donc, ce premier outil, c'est vraiment pour planifier des temps d'écran de qualité en famille. Donc, on l'appelle la règle de 5. Pourquoi? Parce qu'on va choisir dans la semaine 5 temps, 5 moments de temps d'écran. Après, en termes de temps, est-ce que c'est un 20 minutes, 30 minutes, 1 heure? Ben, à ce moment-là, on laisse ça à la discrétion, dépendamment de l'âge de l'enfant, dépendamment de l'emploi du temps et des autres variables. L'objectif, c'est pas seulement de dire, bon, on a le droit à de l'écran le lundi, mardi, mercredi, le samedi, dimanche. Ça va être de le planifier et que ce soit éducatif, informatif ou que ça permette vraiment de développer d'autres types de compétences et d'impliquer donc toute la famille dans cette activité. Et on revient à ce qu'on dit avant, que ce soit pas seulement de l'occupationnel, que pour du divertissement, bon, on regarde la télé ou on joue à un jeu ou que l'enfant fait un peu n'importe quoi. Donc, c'est vraiment d'encadrer et d'éduquer. Donc, on voit ici à l'écran un exemple. Je vais vous montrer après à l'intérieur du document de quelle façon est-ce que c'est construit puis comment est-ce qu'on peut le mettre en place à la maison. Donc, l'objectif, c'est, dans ce document, on a fourni des petites étiquettes. Donc, l'enfant peut découper ces étiquettes. On invite évidemment à plastifier ou réutiliser. C'est beaucoup plus simple et mieux pour l'environnement. Puis d'aller choisir, donc, les moments où est-ce qu'il va vouloir travailler sur certaines thématiques. Et en fait, on dit la règle de 5 parce que c'est 5 moments et 5 thématiques différentes qui vont être travaillées. Et ensuite, à droite, on écrit une petite phrase qui va décrire l'activité proposée. Donc, si tu peux passer à la prochaine diapositive, Sarah, je vais pouvoir montrer de quelle façon ça se fait. Donc, à l'intérieur du document, tout d'abord, on a à gauche la planification du temps d'écran avec le calendrier vierge de la semaine. Et à droite, on explique le fonctionnement. Donc, comme je vous expliquais, chaque semaine, je choisis 5 moments pour avoir du temps d'écran. Je colle les étiquettes thématiques sur les jours où je veux les utiliser et j'écris ce que je vais faire pendant ce temps d'écran. Et tout en bas, on voit les 5 étiquettes. Et maintenant, on va aller découvrir des idées d'activités pour chaque thématique. Donc, on va vraiment rentrer en profondeur sur qu'est-ce qu'on fait dans ces moments de temps d'écran. Alors, la première catégorie, sur la première petite étiquette, c'est la catégorie art, culture et sciences. Donc, il s'agit de trouver une activité qui peut être faite, bien évidemment, quand on parle d'écran, on parle d'ordinateur, tablette, télévision, téléphone, tout ce qui est écran. Donc, on va trouver quelque chose qui va faire un lien avec ce sujet. Donc, par exemple, ici, planifier une sortie culturelle et trouver l'information sur Internet. Donc, enseigner à l'enfant que, bon, l'Internet, on peut l'utiliser pour aller planifier une sortie culturelle qu'on va faire dimanche après-midi, par exemple, en famille. On peut en profiter sinon pour même faire une visite virtuelle de musée. On peut travailler le dessin numérique, trouver différentes techniques d'art, justement trouver sinon sur Internet des vidéos reliées aux arts et à la culture, quelque chose qu'on peut même reproduire à la maison. Il y a des jeux de coloriage ou d'observation interactifs. On peut même créer de la musique, écouter des balados, créer un balado, regarder certaines capsules culturelles. Donc, de vraiment aller faire découvrir l'art, la culture et les sciences à travers les différents outils numériques qui sont à notre disposition. Et bien évidemment, comme on disait, l'idée, c'est vraiment d'impliquer les parents. Donc, c'est pas seulement de mettre l'enfant, bon, fais cette tâche, mais que le parent soit impliqué. Donc, en même temps, on enseigne à l'enfant comment naviguer sur Internet, comment sélectionner l'information, quoi lire, quoi ne pas lire. Ah, on va découvrir une nouvelle application de dessin. Si c'est pour les tout petits, on va l'essayer ensemble. Donc, ça permet aussi un moment de qualité avec l'enfant, comme si le parent lisait une histoire avec l'enfant, qui sont des moments très appréciés.
mais à la place, on va utiliser les outils numériques donc pour réaliser certains apprentissages et développer ses compétences. Une autre thématique juste en bas, c'est une activité familiale. Donc à ce moment-là, on va utiliser le temps d'écran pour planifier une activité qu'on fera en famille par la suite ou même sur le moment si c'est quelque chose qui est présent. Par exemple, planifier un voyage. Donc, ça peut passer de créer l'itinéraire sur Google Maps, de trouver des photos, trouver des informations, construire un journal de bord. Ah, on va partir en voyage en Floride. Bon, on va aller regarder c'est quoi l'écosystème de la Floride. On va aller regarder la météo. Ben oui, on va aller comprendre la météo. On va regarder l'itinéraire, qu'est-ce qu'on doit apporter. Donc, de faire cette planification du voyage et d'impliquer les enfants et de montrer comment les outils numériques nous aident pour la réalisation de ce voyage. Donc, souvent, une partie que vous feriez seul de votre côté, cette planification, mais de voir à quel moment est-ce qu'on peut impliquer les enfants. Donc, de un, ils se sentent impliqués dans l'activité familiale. De deux, on leur a appris à utiliser les outils numériques d'une nouvelle façon. Et de trois, ben, pour eux, ce sont de nouvelles découvertes et des nouveaux apprentissages. Il Puis existe... Oui, vas-y, Sarah. j'ajouterais un petit quelque chose, c'est que ce sont des outils qui vont leur servir pour toute leur vie aussi. Mhm. Donc, de créer un voyage, on en planifie des voyages, mais de le faire vraiment, d'avoir le parent qui modélise, qui leur montre comment le faire, ça travaille beaucoup la confiance en soi en même temps chez l'enfant, le courage, hein, éventuellement, de le faire, lui, de manière autonome. Exactement. Puis sinon, il existe également des activités qu'on peut faire en ligne, comme des quiz en ligne, il existe des escape games, on peut aller regarder un film, une BD, mais l'idée, c'est vraiment de toucher le lien familial et de travailler ça en famille. Ça peut être également cuisiner une recette vidéo ensemble, on a trouvé une recette, on va la faire, jouer à un jeu vidéo en famille également. Puis j'aime bien ce que tu as apporté, jouer à un jeu vidéo en famille, de s'intéresser au monde de l'enfant. Donc, il y a énormément de petits garçons, là, on parle avec les familles, bon, qui jouent aux jeux vidéo. Puis, la mère, il y a environ quelques semaines, il y a une maman qui me dit, Hey, j'ai pris le temps pour la première fois de m'intéresser aux jeux vidéo de mon garçon. Puis c'est comme si je suis entrée dans son monde. C'est comme si je connaissais pas ce monde-là, mais j'ai pris le temps d'entrer dans son monde. Puis ça l'a également aidé beaucoup à leur relation. Donc, de s'intéresser aussi à, bon, à ce qui prône en ce moment au niveau des technologies des enfants. Tout à fait. Et donc, on revient au fait que les enfants ne sentent pas que les parents essayent de contrôler ou limiter leur temps d'écran, mais au contraire qu'ils s'intéressent et qu'ils veulent créer de nouvelles activités ou des moments à partager. Ensuite, on a la thématique éducation. Donc, dans la thématique éducation, bien évidemment, bon, il s'agit d'avoir recours à des contenus éducatifs. Donc, on peut penser aux plateformes éducatives interactives en ligne, bon, dont l'éducation, notre plateforme, mais il en existe aussi une multitude de plateformes qui offrent des jeux éducatifs ou des situations d'apprentissage très pertinentes. Des lectures animées, il y a des applications de codage, des podcasts éducatifs, des capsules sciences, des histoires en ligne, donc de vraiment aller toucher au volet éducatif. Ensuite, on a le volet actualité. Donc, on utilise, nous, beaucoup les adultes, les technologies pour s'informer. Ben, enseignons aux enfants comment l'utiliser pour s'informer avec de l'actualité qui est adaptée aussi à leur niveau. Par exemple, on peut aller lire des nouvelles jeunesse. Il existe plusieurs sites ou applications qui sont 100% dédiés pour les enfants. Regarder des émissions d'actualité adaptées. Faire une petite recherche sur un sujet d'actualité. L'enfant pose une question. Bon, on va aller chercher un petit peu d'informations là-dessus. Jeux sur des fausses nouvelles, justement, développer l'esprit critique, apprendre à reconnaître les fausses nouvelles, qui est d'ailleurs quelque chose de bien important, surtout chez les jeunes. Créer un mini-article sur un sujet d'actualité ou une situation même que l'enfant vit au quotidien. Et même suivre un événement mondial, par exemple, quand il y a eu les Jeux olympiques, la Journée de la Terre, les élections, donc d'en profiter pour créer ces moments en famille et aller rechercher de l'information, puis s'éduquer ensemble. Puis finalement, la dernière thématique abordée, c'est la thématique du divertissement. Puis à ce moment-là aussi, il s'agit de varier les sources de divertissement. Donc, ça peut être soit des jeux vidéo coopératifs, évidemment des séries, des vidéos ludiques, jouer à un jeu en ligne, des karaokés, des podcasts, des applications. Donc, à ce moment-là, le parent peut être impliqué, comme on disait, ou pas, soit dans le choix, soit même dans l'activité en soi pour partager ce moment en famille.
Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose qu'ils aimeraient ajouter ou, je sais pas, une question, une idée? Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, les filles. Parfait. Moi, j'avais une question. Oui. Allô? En fait, j'avais juste une question. Je trouvais super pertinent la partie de temps des écrans et ça dépend de quels écrans on parle. L'encadrement qu'il y a sur Internet est complètement différent de l'encadrement, par exemple, à la télévision. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des pastilles interdits moins de 10 ans, interdits moins de 12 Mm. ans. Internet, ça reste quand même assez. Moi, je vois mes neveux, par exemple, ils sont livrés à limite à eux-mêmes et je dois le regarder de l'œil ce qu'ils regardent ou pas. Mhm. Mais je me demandais, est-ce qu'on privilégie un canal, par exemple, pour l'actualité, plutôt la télévision qu'Internet, ou est-ce que tout se vaut sur le temps des écrans? Non, bien évidemment, tout ne se vaut pas. D'où l'importance justement de l'implication de l'adulte et de ne pas laisser l'enfant libre de choisir. Donc, c'est pour ça qu'on revenait beaucoup à l'activité encadrée. Donc, moi, j'aurais même envie de dire, si on n'a pas le temps de s'impliquer dans l'éducation des enfants aux écrans, vaut mieux pas leur donner de temps d'écran. Dans le sens que si le parent n'a pas le temps durant la semaine, ce qui est tout à fait normal et légitime, euh, ben, à ce moment-là, ne lui laissons pas la liberté d'aller vagabonder toute seule sur Internet. On va lui permettre d'aller le faire si on peut s'impliquer dans une activité encadrée avec un certain but. Par exemple, bon, dans ce cas-ci, on va aller chercher de l'information et de l'actualité sur Internet. Donc, si tu veux juste revenir un peu, Sarah, 2 diapositives avant, si par exemple on reprend ce thème de l'actualité, on a marqué ici là, quelques sources qu'on connaît. Par exemple, c'était ici, il y a Un jour une actu, Monde des ados, donc curio.ca, vidéo jeunesse. Donc, il existe certains sites Internet, certaines applications qui sont super pour les enfants. Et voilà, donc en fait, il ne s'agit pas de les laisser libres. Parce que si on les laisse libres et qu'on ne l'encadre pas, ben, à ce moment-là, je trouve que le rôle n'est pas à son... le rôle n'est pas présent parce qu'on revient à de l'occupationnel puis de laisser l'enfant se promener. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que la télévision, bon, c'est un peu plus contrôlé, entre guillemets, parce qu'on sait plus des fois à quel genre de public on s'adresse. Puis à ce moment-là, bon, je crois que ça revient au choix de l'adulte de laisser ou non l'enfant observer, regarder ce contenu. Donc, c'est pour ça que c'est très important toute la partie éducation et qu'au final, l'adulte s'implique et non pas juste les laisser, bon, vas-y, va trouver ton activité artistique. Non, il s'agit que le parent aussi soit impliqué dans le choix de l'activité et du contenu. Mhm. Puis en classe, avec nos années d'expérience enseignant en milieu scolaire, la réalité, c'est que on le fait pas tant avec les enfants, dans le sens on a 26 élèves, on va peut-être organiser une activité de groupe, mais c'est pas quelque chose qu'on va appliquer justement au quotidien à leur montrer comment utiliser les technologies. Alors, il y a vraiment une grosse part qui se fait à la maison. Donc, nous, notre rôle, c'est justement de créer un triangle, d'outiller le parent et que le parent se sente aussi impliqué. Puis le plus que le parent va être outillé, puis qu'il va voir aussi que ça va créer des impacts positifs, le plus qu'il va avoir envie de s'investir aussi. Donc, euh, donc, c'est sûr que oui, le parent a besoin d'accompagner l'enfant pour lui offrir justement des façons saines pour sa vie, hein, pour son futur, pour utiliser les technologies. Parce que la réalité, c'est que beaucoup, bon, autant adultes qu'enfants, mais ça crée une dépendance, les outils technologiques. Donc, d'aller chercher justement, d'utiliser les outils technologiques pour s'éduquer, pour apprendre des choses nouvelles, c'est vraiment là qu'on va pousser les enfants et non seulement à consommer du contenu. Exactement, parce que sinon, je trouve qu'on revient encore à démoniser les écrans, entre guillemets, et on revient au rôle de il faut le limiter, 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 c'est mauvais, mais si on fait ça, ça donne aussi l'impression à l'enfant que c'est quelque chose qui est interdit, que c'est quelque chose qui doit être utilisé avec modération, que c'est quelque chose qui est pas bon. Et à ce moment-là, c'est plus difficile pour lui d'aller voir aussi qu'est-ce que lui peut apprendre et quels sont les effets positifs. Donc, en fait, il s'agit juste de l'accompagner et de ne pas voir ça comme étant une source de stress ou quelque chose de négatif, mais bien un nouvel outil pour le développement des compétences. Mhm. Puis je pense aussi, bon, ça c'est des plateformes en anglais, là, mais moi j'utilise beaucoup Udemy.
Udemy, puis c'est des plateformes où tu peux apprendre n'importe quel, n'importe quel skills que tu veux. Moi, j'ai pris j'ai pris beaucoup de cours de guitare en ligne là-dessus. C'est des chapitres. Donc ça, c'est très éducatif pour les jeunes. Un jeune qui a envie d'apprendre quelque chose de spécifique, ben à ce moment-là, ou la programmation ou de la robotique, à ce moment-là, on peut aussi l'encourager à faire ces cours-là qui sont sécurisés, ce sont des experts qui leur enseignent. Donc, on peut vraiment l'enfant peut vraiment acquérir énormément de compétences avec les outils technologiques s'ils sont bien utilisés. Alors, Un autre outil qu'on va vous présenter, c'est plutôt maintenant pour la gestion du temps d'écran. On est moins du côté contenu, mais on est plus dans la question logistique quotidienne. Est-ce qu'on peut l'ouvrir celui-ci? Parfait. Donc, il a été fait sous la thématique justement du sport. On essaye toujours de faire des liens aussi avec les technologies, puis les activités extérieures et le sport. Donc, ça s'appelle Mon objectif de temps d'écran. Et en fait, c'est pour aider les enfants qui auraient besoin justement de plus d'encadrement pour le temps. Donc ici, on a quelques petites recommandations. Donc, par exemple, arrêter 1 heure avant de se coucher, limiter le temps, s'abstenir au lever, fuir la chambre également à tout prix. Donc, l'utilisation des écrans dans des endroits publics de la maison, ça peut être le salon, la cuisine. Donc, pour justement favoriser aussi l'intégration des autres membres de la famille et une surveillance un petit peu plus accrue. Donc, c'est sous forme de petits jeux ici. Donc, l'enfant va venir accumuler des points, indépendamment à chaque jour s'il a fait aucun temps, 1 ou 2 heures, moins de 30 minutes ou plus de 2 heures. Et encore une fois, c'est selon des barèmes qui vont avoir été instaurés avec la famille. On va aussi faire une section sur les activités planifiées, donc des activités que je prévois pour remplacer du temps d'écran. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir diminuer et de contrôler. Donc, on pense à des activités sportives, des passe-temps, des activités entre amis, des activités en famille. Donc, de vraiment avoir une liste où est-ce que l'enfant peut se référer. Parce que si, par exemple, il a déjà dépassé son temps d'écran de la journée, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, tout à coup, ils n'ont plus d'idées, on peut aller se référer à cette liste qu'on a fait ici. On peut voir ici tout à droite, c'est marqué JAN, la janvier. Donc, en fait, ce document, on l'a vraiment construit pour une année au complet pour aller observer la progression aussi d'un enfant dans le temps. Donc, pour chaque mois, selon l'objectif qu'il s'est mis, il va aller accumuler des points, puis on peut voir à chaque mois comment ça a évolué. Donc, on peut voir si la consommation du temps d'écran a augmenté et diminué, de quelle façon est-ce qu'on peut le rectifier. Donc, si on descend tout en bas, donc on peut voir là, c'est le même principe pour chaque mois de l'année. Donc, on va se rendre jusqu'à la fin du document. Puis donc, à la fin du document, dans ma récompense, l'objectif, c'est de pouvoir établir avec l'enfant, une récompense. On propose, par exemple, une activité à faire en famille, un voyage, une petite escapade ou quelque chose comme ça sur du long terme pour que vraiment ça puisse être concret. On voit au fil du temps comment est-ce que l'enfant finit par s'améliorer. Puis on voit ici en bas colorer les ballons chaque fois que ton objectif mensuel est atteint. Donc, l'objectif, comme on disait, c'est d'établir déjà de base avec les parents combien est-ce qu'on doit avoir accumulé. Donc, on l'a fait sur cette thématique-là. C'est un document qui peut être utilisé aussi avec d'autres thématiques et ça nous permet vraiment de pouvoir limiter dans le temps l'utilisation. Donc, ce document, cet outil peut être utilisé tout à fait en compatibilité avec l'outil qu'on a présenté antérieurement, qui était beaucoup plus au niveau de la gestion du contenu des temps d'écran. j'ajouterais un petit quelque chose. Ça peut être sur du long terme, mais ça peut être aussi sur du court terme, dépendant aussi de l'enfant. Dépendant de la famille. Donc ici, par exemple, colorer les ballons chaque fois quand ton objectif mensuel. Donc là, on voit qu'après 6 mois, donc là, l'enfant est arrivé à son objectif. Ça peut être à chaque mois, ça peut être à chaque 3 mois. Donc, allez-y aussi selon la motivation de votre enfant. Si c'est très, très difficile le temps d'écran, la gestion, puis qu'il y a quand même une dépendance, à ce moment-là, on va réduire. On n'ira pas sur une période de 6 mois, on va y aller plus sur une période d'objectif de 2 semaines, d'1 mois. Donc, de vraiment être à l'écoute aussi de l'enfant. Exactement. Donc, c'est un outil adaptatif qui permet l'encadrement, puis qui permet surtout la collaboration avec le parent de pouvoir établir ensemble des objectifs réalistes et des attentes des deux côtés. Donc, bien évidemment, il y a aussi des outils qui existent sur Internet pour favoriser le contrôle, encore une fois, du temps et du contenu. Donc, on parle par exemple de contrôle parental,
définir des plages horaires, des Apple Screen Time, Google Family Link qui permet d'aller vraiment pouvoir voir qu'est-ce que les enfants y font et de contrôler le temps d'écran, restreindre l'accès à certains contenus. Comme on disait également, l'utilisation du numérique dans des pièces communes, puis avoir des jeux de prêt. Donc, lorsqu'on s'en va, par exemple, dans une salle d'attente ou si on sait qu'on va devoir attendre longtemps, on fait un trajet en autobus ou peu importe, mais d'apporter des jeux et de pas tout le temps se référer aux jeux vidéo ou à la tablette ou au téléphone, mais de préparer des jeux pour que l'enfant puisse avoir différentes options. Alors, ça serait une période d'échange et de questions si vous voulez vous partager quelque chose peut-être que vous faites dans votre quotidien avec vos enfants ou en tant qu'enseignant qui fonctionne ou si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Laurent, j'ai l'impression que tu parles, mais que ton micro est éteint. Oui, on a 18 personnes qui sont connectées. Je sais qu'il y a peu de caméras peut-être que vous mangez, mais n'hésitez pas à juste prendre votre micro ou encore intervenir dans le chat si vous êtes plus à l'aise là, pour la période de questions. Moi, j'avais juste une question, encore moi, toujours le. Euh, J'avais une question par rapport, en fait, moi, ce qui me perturbe le plus sur le numérique, c'est plus le pouvoir de concentration. J'ai l'impression que c'est un sujet qui revient assez souvent où on dit que les enfants vont perdre souvent en pouvoir de concentration, surtout avec des contenus très courts, TikTok, réseaux sociaux, etc. Euh, Est-ce que scientifiquement c'est prouvé? Et c'est quoi les alternatives, enfin, c'est quoi les solutions qu'on peut mettre en place pour qu'ils ne perdent pas ce pouvoir de concentration en classe? Hmm. C'est une très bonne question. Je dirais, moi, personnellement, de mon côté, j'ai pas les données scientifiques à l'appui pour les propos que je vais élaborer, mais j'ai beaucoup entendu parler de ça et on l'a pu l'observer également, qu'en effet, comme tout est plus rapide chez les enfants, on dirait que ça vient comme perturber leur concentration, leur attention, accentuer certains déficits d'attention parce que tout est plus rapide, puis les enfants, il n'y a pas de temps entre, bon, le stimulus et la réponse. Donc, c'est à ce moment-là que les enfants peuvent éprouver de la frustration ou de l'irritabilité quand vient le temps d'attendre, quand vient le temps de regarder quelque chose qui est en longueur. Puis je prends juste un exemple. En fin de semaine, j'étais avec mon neveu, on regardait un film de Disney, puis il trouvait ça long. Puis moi, dans mes souvenirs, on dirait que je trouvais pas ça long, un film de Disney, ça passe en 2 minutes. Puis on était à 30 minutes du film, puis c'était long, il voulait qu'on avance, puis il demandait à son père, il dit avance, papa, avance au prochain chapitre, au prochain chapitre. Puis je voyais de la façon dont il le demandait que c'est quelque chose qu'il fait souvent. Puis là, moi, j'étais là, puis je disais, ah non, on va le regarder, le film, puis même si c'est long, on va apprendre à attendre, puis à le regarder au complet. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ben, encore une fois, on le ramène au rôle de l'adulte, puis de favoriser ces moments d'attente, de lenteur et de longueur et de moins donner place à ces contenus qui sont rapides. On parle, bon, de vidéos TikTok, des fois de petits jeux. Puis il s'agit au final d'un équilibre entre les deux. Donc, si on voit que l'enfant est capable d'écouter un film ou d'écouter un balado, des fois, ça peut être plus difficile justement pour les enfants d'écouter un balado seulement à l'audio s'il n'y a pas la stimulation visuelle. Donc, de les habituer. Puis c'est comme n'importe quoi, c'est une question de s'habituer. Donc, avec la répétition, au final, ils vont pouvoir garder ces capacités d'être attentifs et de moins vouloir tout de suite la réponse à leurs questions, à leur stimulus. Et c'est vraiment juste une question du rôle également de l'adulte, puis d'être là, parce que si on les laisse faire, ben c'est sûr qu'ils vont être habitués à ça, puis c'est beaucoup plus difficile après de revenir en arrière. Mais ce serait intéressant d'avoir des statistiques scientifiques là-dessus. J'avoue que j'ai pas de numéro là-dessus, mais oui, c'est un sujet qui est très présent, que nous, on voit également beaucoup au quotidien. Oui, puis j'ajouterais un petit quelque chose. Je trouve ça super intéressant, ta question. En fait, moi, ce que je remarque beaucoup aussi, puis pas juste chez les enfants, mais en fait, les technologies, c'est que quand on travaille, on a plein de distractions, hein. Donc, si on a notre cellulaire, ah, ça sonne, on va répondre. Donc, vraiment de montrer aussi aux enfants à se concentrer une chose. Là, tu es en train de faire cette tâche-là. On va y aller jusqu'au bout, mais on va mettre toutes les autres distractions de côté.
Donc, il y a ça aussi, il y a des trucs comme ça pour justement aider les enfants au niveau de la concentration, de fermer justement les vibrations, les notifications constantes. Donc, c'est sûr que ça crée des interruptions là, cognitives. Euh, Puis, de montrer aussi, d'enseigner à l'enfant aussi que c'est pas parce qu'on reçoit un message texte maintenant qu'on doit y répondre maintenant. Donc, ça, c'est une pression là, souvent de société. Mais il n'y a rien qui nous dit qu'on doit tout de suite là, y répondre. On peut prendre le temps, on peut regarder ça un petit peu plus tard. Il n'y a rien nécessairement qui presse. Donc, c'est sûr que ça, c'est de l'éducation là aussi à faire avec les enfants. Puis, d'abord, on va toujours revenir à ça, mais d'être un modèle. Ça ne veut pas dire d'être parfait non plus. Mais de le dire à voix haute, ah, regarde, là, maman, j'avoue, là, tu étais en train de me parler, puis je faisais autre chose, je n'étais pas concentrée, je vais laisser mon cellulaire de côté. Est-ce que tu peux me redire ce que tu voulais me dire? Puis là, vraiment, de prendre le temps avec l'enfant. Mais de le verbaliser, de le nommer à l'enfant, ça va lui permettre lui aussi de prendre conscience. Donc là, par exemple, le parent va parler à l'enfant, puis il est sur la tablette, puis que l'enfant n'écoute pas. Mais si le parent était capable, lui, de montrer le modèle, ben à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile aussi pour l'enfant euh, de l'acquérir, en fait, tout simplement. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? On Oui, va terminer bonjour. la rencontre. Oui, J'aurais une petite question. Désolé, ça m'a pris du temps avant de mettre le son. alors Antoine. Oui, bonjour. Oui, on se connaît, on s'est vu à l'occasion. Il y en a peut-être d'autres dans la salle qui me connaissent. Je voulais vous demander, en fait, pour les adolescents, j'ai manqué les 5, 6 premières minutes, donc peut-être que vous avez dit que vous parliez peut-être plus des enfants de 12 ans et moins, mais pour les ados là, qui arrivent à 13 ans puis qui sont déjà avancés, est-ce que vous recommandez des choses quand on n'a pas fait tout ce que vous avez recommandé pour quand il y avait l'âge entre 5 et 12 ans? Mais honnêtement, je dirais que c'est pas mal les mêmes recommandations. Donc, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Puis même, c'est des recommandations qu'en tant qu'adulte aussi, on peut instaurer. Il s'agit d'instaurer des pratiques gagnantes, de remettre le rôle de l'adulte comme un éducateur et puis d'encadrer le tout. Puis, au fur et à mesure que la confiance se construit avec l'adolescent, ben là, on peut un peu plus leur laisser du lousse. Mais je pense que c'est important. Les adolescents, souvent, ils ont leur téléphone, fait que c'est différent parce qu'ils sont très autonomes. Bon, ils ont leur téléphone, ils font un peu, bon, souvent ce qu'ils veulent, entre guillemets, mais de prendre ces moments avec eux, puis même de parler de leur pratique numérique. Hey, qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone? C'est quoi les jeux auxquels tu aimes jouer? Qu'est-ce que tu aimes faire? Puis de regarder avec l'enfant le contenu qu'il consomme, puis d'avoir ces discussions aussi ouvertes avec l'enfant. Est-ce que tu penses que c'est adapté? Si oui, non, ou même de développer son esprit critique. Ils vont être sur TikTok, ils vont regarder des vidéos. Mais si, par exemple, tu vois que, bon, il est capable d'avoir son jugement critique, puis de voir si c'est adapté ou non, ben ça, c'est rassurant, puis on va aller travailler ça. Puis l'enfant de lui-même, s'il voit que c'est pas adapté à lui, puis qu'il voit que c'est pas intéressant, va finir par le délaisser. Mais c'est sûr que s'il le sait pas, puis il fait juste rentrer dans les trends, puis dans qu'est-ce que tout le monde fait, puis c'est juste ça qui est important, l'éducation se fait pas. Donc, je dirais que ce serait vraiment de prendre ce temps-là, de l'encadrer, puis de faire des petites activités. Justement, on proposait beaucoup là, avec les tout-petits bon, planifier des activités culturelles, sportives, voir les sciences, mais de faire un peu la même chose avec les adolescents, puis de l'encadrer. Peut-être pas dans tous les moments d'écran parce qu'ils ont accès au quotidien à ça, mais au moins certains moments par semaine pour que eux voient que les parents, les adultes responsables sont impliqués dans le temps d'écran. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que tu consommes? Parlons-en ensemble. Quelles sont de nouvelles pratiques que tu pourrais mettre également en place? Donc, il s'agit vraiment d'ouvrir le discours puis d'être le modèle. Je dirais qu'on revient quand même à l'essentiel. Oui, Mhm. ça va être difficile pour moi d'être un modèle, là. Je passe beaucoup de temps à Mm. l'ordinateur Ouais, à cause de mon travail, puis à cause de tout c'est le reste de sûr. la vie, là, la gestion des vacances et tout ça. Évidemment, on passe par des feuilles Excel, puis des trucs comme ça. Mais Mais si ça je peux reste quand même ajouter, un défi justement, pour les parents là, d'être un modèle parce qu'on est nous-mêmes saturés. Puis là, bon, je parle peut-être juste pour moi, mais je pourrais dire qu'il y en a sûrement d'autres dans la mhm. salle en ce moment qui peuvent témoigner de ça, là. Tout à Mhm. fait. Mais ce que je voudrais ajouter là-dessus, c'est que ça, bien sûr, c'est ta réalité. Bon, c'est notre réalité aussi. On est beaucoup sur les écrans. Quand on parle d'être le modèle, ben, à ce moment-là, on ne sera peut-être pas le modèle en termes de temps dans une semaine. On est peut-être trop sur les écrans que ce qu'on voudrait que les enfants fassent. Mais on va être le modèle sur la façon dont on gère ça.
Puis comme disait Sarah, par exemple, bon, si l'enfant te voit être à l'écran, bon, d'expliquer, par exemple, bon, aujourd'hui, j'ai été beaucoup à l'écran, je me sens fatiguée, j'aurais aimé ça en faire moins. Donc, de verbaliser et de nommer aussi comment est-ce que nous, ça peut nous faire sentir. Verbaliser le fait que, bon, on va en profiter en fin de semaine pour faire telle activité sportive, puis faire autre chose. Donc, qu'eux puissent voir également c'est quoi les impacts sur leurs parents et pas que ben, ça fait rien. Ah, mon père est sur l'ordinateur, ça fait rien, donc moi aussi je peux être sur l'ordinateur. Mais non, tu es sur l'ordinateur parce que bon, c'est pour ton travail, mais t'aimerais que ce soit différent. Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien pour être un petit peu moins? Ah, mais des fois, j'essaie de pas regarder l'écran, j'écoute un podcast. Je me prends du temps chaque jour pour lire. On prend du temps pour parler en famille. Donc, pas nécessairement de le mettre de côté, mais qu'ils puissent voir qu'est-ce que tu fais en plus. Ben ça va leur donner un modèle parce que comme ils vont voir comme toi, tu gères ta consommation responsable des écrans, ben, c'est ces habitudes-là qui, eux, vont pouvoir instaurer. OK, Oui, merci. merci Cali. Puis j'ajouterais un petit quelque chose aussi par rapport aux ados. Ben, les ados aussi, c'est souvent d'écouter sans juger, d'essayer de les comprendre en fait. Donc, pourquoi c'est important pour toi le temps d'écran? Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est quoi les besoins? Est-ce que c'est ton besoin de créer un lien social? Donc, tu as une communauté dans tes jeux vidéo. Est-ce que c'est ça que tu aimes des jeux vidéo? C'est parce que tu peux justement communiquer avec des gens de d'autres pays? Ou tes amis. Donc, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est pour, je sais pas, gérer ton stress? Aussitôt que tu as un stress, tu t'en vas sur les outils. C'est-tu un mauvais pli, je dirais? Ou c'est quoi le but d'utiliser? D'abord, je pense que c'est ça aussi avec les plus vieux. Ce qui est avantageux avec les ados, puis je dirais aussi cinquième, moi j'ai travaillé longtemps en 4 5 6 c'est qu'on peut avoir vraiment des conversations conscientes avec eux. Ils sont capables de faire une certaine introspection lorsqu'on les guide, justement, et sans nécessairement leur dire, donc, tu sais, de toujours y aller vraiment avec le lien affectif, qui est la base là, de l'autorité. Donc, vraiment créer ce lien-là au lieu de restreindre, donc d'encadrer l'enfant. Puis, bon, parfois, il y a des enfants qui sont plus ouverts aussi que d'autres, là. L'adolescence, c'est aussi pas toujours évident, mais vraiment de comprendre, d'essayer le plus possible de comprendre l'intention de l'enfant derrière, justement, les outils technologiques. Puis oui, ça prend, moi, personnellement, je pense que les écrans ne devraient jamais être dans la chambre parce que l'enfant, ado ou pas, c'est une dépendance, hein. Il va le prendre, probablement il va se réveiller, peut-être la nuit, il se réveille en 2 minutes, il va prendre son cellulaire, il va regarder. Donc, peut-être d'avoir aussi une règle comme ça avec les plus vieux qui ont des cellulaires, ben, sur l'heure du coucher, le cellulaire, il s'en va pas là, il s'en va dans une boîte qui est dans le salon, puis il est fermé, puis le lendemain, tu l'ouvriras, mais d'établir ça aussi. Puis ça peut être aussi une règle familiale, dans le sens que toute la famille, ça va être ça pour montrer justement le modèle. C'est pas difficile de prendre un sel, le fermer le soir puis de l'ouvrir le lendemain, mais au moins ça l'empêche l'enfant de le faire lui dans sa chambre, puis en même temps, ben, vous agissez en tant que modèle. Fait que c'est des petits trucs là, qui peuvent être implémentés. Merci, Sarah. Puis, Avec Kellyanne. plaisir. Mhm. Merci, Antoine. Ben, sur le chat, il y a quand même de l'activité, là. En fait, il y en a beaucoup qui vous disent merci énormément pour vos conseils, les filles. Ça a été super apprécié. Là, il y a aussi une intervention sur le chat par rapport aux vidéos TikTok qu'on a mentionnées tantôt. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, les filles, par rapport à ça. Et on a aussi beaucoup de merci, une bonne journée, des excellentes astuces, on a adoré. Dans le cas de, je crois que c'est Valérie qui nous dit, avec mon grand de 12 ans, on s'échange des vidéos de TikTok lorsqu'il est chez papa, comme des recettes, des nouvelles, des vidéos drôles, etc. Ça me permet de suivre, avoir une influence sans faire la police de ce qu'il Hmm. regarde, comme on a nommé tantôt. Lorsque c'était le temps des élections, je lui ai verbalisé que je n'avais pas suivi les échanges et que le vote approchait et que je n'avais aucune idée pour qui voter. Quelques jours après, il m'a fait un petit compte rendu. Hmm. Tu sais, c'est donc, hein, c'est pas juste mauvais, là, la technologie. Exactement. Puis c'est super. Bravo pour ton commentaire, Valérie. Puis ça revient à ce qu'on prônait, que le parent ait un rôle directement impliqué dans l'éducation des technologies avec l'enfant, puis de s'échanger, de s'intéresser à qu'est-ce qu'il fait, puis de voir tous les bons côtés. Puis justement, ben, lui, il sent qu'on s'intéresse aussi à ce qu'il fait. Donc, bravo. Très belle approche.
Merci à tout le monde pour vos commentaires. Merci pour les merci. C'est bien apprécié. Puis on va juste terminer peut-être en parlant juste de nos piliers, qu'est-ce qu'on fait en fait, nous, chez l'éducation. Donc, Cali et moi, on est, bon, autre qu'enseignante au primaire, on est entrepreneur. Donc, on a créé en fait une plateforme éducative qui s'adresse aux élèves du primaire, donc de la première à la sixième année. Et en fait, nous, on travaille vraiment avec les familles. Donc, c'est vraiment ça notre but. On a réalisé en fait il manquait le pont entre la famille et l'école. Donc, nous, on crée ce pont-là. Donc, on travaille vraiment sur 4 piliers: l'apprentissage du français par le jeu. Ensuite, on travaille sur tout le volet bien-être de l'enfant, donc la gestion des émotions, la confiance en soi, la persévérance scolaire. Le volet artistique, à chaque mois, on fait venir des artistes inspirants pour les jeunes où on va aller travailler quelque chose de différent. Ça peut être un BDiste qui va leur offrir un cours de dessin, des cours de danse, des cours d'expression de soi. Et on a aussi notre dernier pilier qui est l'ouverture au monde. Donc, dans chacun de nos cours interactifs, on a notre toucan qui va aller voyager, qui va atterrir dans un pays en même temps de découvrir la culture des pays. Donc, vous pouvez nous suivre en fait sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, LinkedIn, Facebook aussi. Notre adresse courriel, nous joindre par téléphone. Donc, on est là pour échanger, pour soutenir les jeunes, soutenir les familles. Donc, n'hésitez surtout pas. Puis voilà, merci, un gros merci à vous de votre présence, puis de votre participation aussi. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci de votre présence. Merci d'être resté. Donc, on voit que la majorité sont restés aussi. Donc, c'est super. Oui! Ça a été bien Ouais. engageant comme webinaire. Puis on a beaucoup aimé partager le tout avec vous. Il y a Alexandre Laflamme là, qui commente avec mes enfants de 9 et 10 ans. Nous analysons les vidéos qui sont suggérées par YouTube. Et j'en profite pour expliquer comment fonctionnent les algorithmes et les plateformes et les YouTubeurs, comment ils font leur profil. Génial. C'est Exactement. Super. C'est super. C'est Ouais. ce qu'il faut. On les prend comme situation d'apprentissage, puis on explique, puis les enfants sont beaucoup plus ouverts et éduqués par la suite. Donc, belle initiative, Alexandre. Puis je rappelle à ceux qui Bon. quittent, ceux qui sont arrivés en cours de route, ça arrive ça les midis, ben on va rediffuser cette belle présentation-là. Donc, sur nous, ben, notre infolette, il y aura les liens et bien sûr sur nos réseaux, dont le fameux YouTube. Et ce sera la même chose du côté de l'éducation. Fait que n'hésitez pas là, à rester à l'affût pour regarder le contenu entier parce qu'il y avait beaucoup d'outils très intéressants, les filles. Franchement, là, merci énormément d'avoir pris part au Midi Inspirant. C'est une belle initiative, puis il y a tellement de sujets à aborder, puis je sens que les gens sont super motivés. On a eu une vingtaine de personnes de connectées. On en a à peu près 40 qui s'étaient inscrits parce que des fois, le midi, les choses changent, puis ça va vite. Fait que, ben, à ce moment-là, je vous ferai part de ceux qui se sont inscrits puis qui étaient super enthousiastes là, par rapport à ça. Et ben, merci encore une fois pour votre participation. Puis on vous laisse quitter tranquillement, pas vite. C'est la fin de la rencontre.